Mesdames, Messieurs, bonjour. Je profite pour souhaiter à nos téléspectatrices et téléspectateurs tous nos meilleurs vœux pour 2021. Nous accueillons aujourd'hui Madame Fabienne Fischer à notre chaîne Caucus Afro Eco TV. Bonjour Madame Fischer, bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro Eco. Je vous remercie et je vous remercie surtout de votre invitation. C'est un privilège pour moi de pouvoir venir répondre à vos questions. Candidate au Conseil d'État, soutenue par Le Vert et les socialistes, nous avons l'honneur de vous recevoir dans le cadre de notre projet Promotion de la citoyenneté. L'objectif de ce projet est de mettre en lien les minorités afrodescendantes et les leaders d'opinion, les leaders politiques, échanger pour lutter contre les clichés et réduire les barrières entre différentes communautés. Bien volontiers, merci pour vos mots chaleureux. Ça fait depuis que j'étais collégienne, que j'avais 17-18 ans, que je suis engagée dans des actions citoyennes, solidaires, politiques, associatives, ces actions qui ont évolué au fur et à mesure de ma vie, en fait. J'ai été active dans des associations d'étudiants, j'ai été active ensuite dans un syndicat. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle comme enseignante, j'ai été enseignante d'histoire au Collège Rousseau à Genève. Quand j'ai eu des enfants, j'ai été active dans les comités de crèche dans lesquels nos enfants étaient accueillis. J'ai ensuite souhaité m'engager politiquement avec l'idée que c'est quand même au niveau politique que se prennent un certain nombre de décisions qui changent notre vie. Et c'est dans ce contexte-là que depuis maintenant plusieurs années, je me suis engagée chez les Verts Vertes dans des activités souvent internes au parti. J'étais membre du comité, j'ai été trésorière, j'ai présidé la section des Verts Ville de Genève et aujourd'hui, j'habite à Lancy et je suis coprésidente de la section des Verts de Lancy. Dans toutes ces activités, ce qui me motive, c'est de répondre aux défis que le monde du XXe siècle, quand j'ai commencé à m'engager, mais du XXIe siècle aujourd'hui, de répondre aux défis qu'il pose à chacun et chacune d'entre nous pour avoir un avenir. Et quel va être notre avenir ? En termes d'engagement citoyen, si je peux me permettre, vous êtes un modèle. Vous êtes engagé depuis de longues années, sans forcément avoir exprimé une ambition démesurée. Pour les jeunes qui nous écoutent, pourriez-vous nous expliquer quel a été votre cheminement pour aboutir à ces désirs d'être candidate aujourd'hui ? C'est de porter des projets pour Genève, pour tous les habitants, habitantes de Genève, parce qu'on sait que les défis... Alors, évidemment, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui liée au Covid, à la pandémie, il y a une urgence sociale qui s'est invitée dans la vie quotidienne, qui a augmenter finalement toute une série d'inégalités, de difficultés, qui a jeté des familles dans la précarité. Et c'est très important aujourd'hui que le gouvernement genevois réponde à ces besoins. On les a vus aussi le printemps dernier par toutes les personnes vivant à Genève qui avaient besoin d'une aide alimentaire, en plus de toute une série d'autres aides de type intégration professionnelle, accompagnement, etc., ou aide au logement. La pauvreté est tout d'un coup devenue visible et les moyens pour y répondre sont encore plus importants. On a besoin d'encore plus de moyens avec les conséquences de cette pandémie. Mais on ne va pas régler le problème immédiat et urgent de la pandémie si on ne voit pas un peu plus loin. Et c'est aussi à ça que nous devons répondre. Et gouverner, c'est prévoir. Et c'est penser se tourner vers la Genève du XXIe siècle
Et que pourra être Genève au XXIe siècle, dans 50 ans? C'est aujourd'hui qu'on doit le préparer. Et c'est ça qui me motive à m'engager. Mon électorat premier, les femmes. Une personne qui veut porter les couleurs d'un parti qui n'a pas que de femmes comme membres, quel est le message que vous avez voulu lancer derrière cette affirmation? Je dois préciser un point, c'est que le journaliste qui m'a posé cette question et qui a gardé cette formule que vous avez citée dans le titre de son article m'avait posé la question un peu différemment, mais après il l'a présenté comme ça. Il m'a dit, en plus de votre électorat de parti, quel est votre premier électorat? Je le précise parce que c'est important de dire qu'évidemment, je suis la candidate je porte les valeurs des Vertes. Depuis, les socialistes ont décidé de me soutenir, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Pourquoi les femmes? Début février, nous allons fêter le 50e anniversaire de l'introduction du droit de vote des femmes en Suisse. D'accord. C'était en février 1971. 50 ans. 50 ans. Quel parcours! 50 ans plus tard, pour une élection comme celle que nous allons avoir le 7 mars, il y a 8 candidats, une seule femme. De sur quoi? Et je trouve ça assez symptomatique, assez représentatif du chemin parcouru, bien sûr, mais de tout le chemin qui reste à parcourir pour que les femmes soient représentées simplement, naturellement dans la société, à leur place. Il ne s'agit pas de revendiquer d'avoir plus ou d'être contre les hommes ou d'exclure les hommes, mais au contraire de dire juste, nous femmes, prenons la place qui nous revient, nous sommes la moitié de l'humanité. Pour nous, ici des minorités, c'est une réclamation du principe d'égalité. Pour vous, si cela est le cas, cette réclamation, est-ce un désir, une exigence, et comment y parvenir? L'exigence d'égalité, c'est un principe directeur de toute action politique. On ne peut rien faire qui ne se fonde pas sur un objectif d'assurer l'égalité à tous les membres d'une communauté. En tout cas pour moi. Cette égalité, elle se décline sur différents thèmes. C'est l'égalité entre hommes et femmes, j'en ai parlé, mais c'est aussi l'égalité, quelle que soit son origine, son parcours personnel, l'histoire de sa vie, les conditions sociales dans lesquelles on vit, l'accès à la culture qu'on a eu enfant ou plus tard, et tous ces éléments qui forgent les particularités de chaque individu doivent se retrouver dans une vision de l'égalité des chances, de l'égalité de l'accès à la formation, de l'accès à la dignité, à une vie digne. Donc dans tous ces domaines, la question de l'égalité est une question primordiale et je dirais le nord de la boussole. La grève des femmes a provoqué une prise de conscience, tout comme le mouvement MeToo. Que vous inspire la dernière manifestation de Black Lives Matter en juin dernier à Genève et le mouvement en soi? Et c'est une dynamique ou un simple fait divers? J'ai participé à cette manifestation Black Lives Matter. C'était un moment d'émotion très fort. On était encore en sortie du premier confinement. Il y avait une grande force et une grande émotion à se retrouver ensemble dans la rue, à occuper la rue, pour donner un message qui est un message de respect et d'égalité face à la vie. Et je pense que ça a été un des moments forts de mon engagement l'année dernière que de participer à cette manifestation. Black Lives Matter, toutes les vies ont de l'importance. Et ce qui est encore paradoxal, c'est qu'il faille préciser Black Lives Matter, alors que c'est
ça devrait être évident, mais l'actualité, la réalité, montre que, comme on le disait tout à l'heure pour les femmes, ce qui est de l'ordre de l'évidence n'est pas encore mis en pratique par certaines personnes dans nos sociétés. Et cette exigence de l'égalité, elle doit aussi trouver à s'exprimer et à se poursuivre aujourd'hui, même en Suisse. Le monde change vraiment avec les nouvelles générations. Et je dis souvent, mon engagement est pour les générations futures, mais il ne faut pas oublier que ces générations futures sont déjà là. Et comme vous le dites, c'est nos enfants. Moi, je suis extrêmement fière d'eux, extrêmement fière de tous ces groupes qui se mobilisent pour faire sortir des questions fondamentales de notre société qui restaient marginales, peut-être même tabous, au grand jour. Et vous évoquiez tout à l'heure le mouvement MeToo. C'est la même chose, c'est un peu la même dynamique que celle que vous évoquez là, et autour de la question de la diversité, j'ai envie de dire, également. Parce que, comme vous le montrez, ce qui ressort en fait comme exigence de cette nouvelle génération, c'est de dire « prenez-moi tout entier, tout entière, comme je suis, d'où que je vienne ». Pas seulement géographiquement, mais aussi dans mon origine culturelle, sociale, que je sois un homme, une femme, que je sois gay, trans, dans nos préférences de vie personnelle. Tous ces éléments-là, nos jeunes revendiquent que d'être acceptés et d'être intégrés juste comme ils sont. Et c'est vraiment l'intégration de la diversité dans tous ces aspects, et je pense qu'ils font progresser notre société à grands pas. Et c'est vraiment, on assiste aujourd'hui à cette thématisation de ces questions qui ne peut pas ne pas atteindre le politique. Diriger, c'est prévoir, mais aussi décider. Le contexte de l'épidémie actuelle prouve la fragilité de notre société, mais aussi la place de singularité, de particularisme, et donc, bien entendu, des multiplications de revendications. Voyons le cas du processus de vaccination. Les plus de 75 ans, les professionnels soignants, les sujets à risque ou fragiles. Quelle est votre vision du pouvoir dans une société aussi marquée par ces singularités? C'est vrai que c'est toujours des questions qui sont délicates. Mon approche, c'est celle du respect des droits fondamentaux de chaque individu. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui permet de se situer par rapport à toute question. On ne peut pas prendre des mesures qui soient attentatoires aux droits fondamentaux de chacune et chacun. Je pense à la liberté personnelle, je pense également à l'égalité. Voilà, on connaît les droits fondamentaux, c'est aussi le droit à une vie digne. Et bien sûr, il faut parfois, quand on gouverne, arbitrer entre différents droits qui ont tous valeur à être respectés. Sur la question de la vaccination et l'exemple que vous prenez, en Suisse, l'Office fédéral de la santé publique n'oblige à aucune vaccination, mais émet des recommandations. Et je pense que c'est très important, justement, là aussi, en termes de droits fondamentaux, de laisser chacun se décider sur ce qu'il veut faire pour lui-même, et aussi en termes de santé collective, publique, et que le pouvoir politique, finalement, prenne, lui, la mesure d'un ordre de fragilité et de priorité, sans exclusive, mais en disant, voilà, notre devoir, c'est aussi de réfléchir aux gens qui ont peut-être prioritairement besoin d'une action ou d'un soutien, et puis ensuite de permettre de rendre ça possible à toute la population. Il faut parler vrai. Il faut dire les choses comme elles sont, sans les exagérer, sans les minimiser. Transparence. Transparence et précaution. Précaution
dans le respect des droits fondamentaux et de la liberté individuelle de chacun. Et je pense que ça, c'est ce qui va permettre de garder son cap dans des situations difficiles comme celles que vous décrivez. Vous avez, pour la 5e question, vous avez le choix entre 2 aspects, transition énergétique et fracture numérique. Bien entendu, pour une verte, je comprends que la transition énergétique soit une priorité. Pourriez-vous nous parler de vos 3 premières priorités dans ces domaines si vous êtes élu? Nous devons tout mettre en œuvre pour arriver à réduire notre consommation d'énergie en la remplaçant chaque fois que c'est possible par des énergies non fossiles, des énergies renouvelables, mais aussi faire baisser la consommation tout simplement. Et en disant ça, je ne veux pas dire retournons à l'âge de la bougie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de repenser à la manière dont nous consommons de manière générale pour aller vers une meilleure qualité, en sachant que qualité et quantité ne sont pas toujours les meilleurs amis du monde et qu'il faut parfois privilégier la qualité à la quantité. Alors, un exemple. On a vu pendant la pandémie beaucoup de personnes se mettre au vélo. Et ça s'est fait naturellement, spontanément. Les gens qui l'ont fait ont trouvé un intérêt personnel dans leur santé, dans le temps de déplacement qui était plus agréable, etc. Et en même temps, ça rencontre un intérêt collectif qui est celui de diminuer les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Dans le domaine des bâtiments, on peut aussi faire beaucoup en isolant mieux les bâtiments. Dans le domaine de la vie quotidienne aussi. Et puis c'est beaucoup, cette transition énergétique, elle va beaucoup se faire également dans les industries et pour les entreprises. Et c'est elles qui vont porter... En fait, c'est l'économie qui émet le plus de gaz à effet de serre sur lesquels on doit opérer la diminution prévue. Et donc, c'est aussi à elles de faire cet effort particulier dans leur conception de leur activité. Le défi que nous devons relever et que nous devons relever tous ensemble aujourd'hui, c'est de ne laisser personne au bord du chemin et en y allant d'un commun mouvement, résoudre ou travailler à relever le défi de l'urgence climatique et de la transition économique. Bien entendu, une opportunité de nous brosser le portrait sur les exigences de la solidarité et de la transition énergétique. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de votre invitation et c'est avec grand plaisir que je reviendrai poursuivre cet échange. Merci à vous toutes et tous. Et merci à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour avoir eu le temps de suivre cette émission. Et à la prochaine. Au revoir.